Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce Zoom. Je suis Madame Regina Amafor-Tete, responsable principale des programmes du Centre ghanéen pour le développement démocratique CDD Ghana. Grande ma joie de me retrouver en ligne avec vous et je remercie tout un chacun de vous pour le temps que vous consacrez à cet atelier d'apprentissage et de mise en réseau pour les organisations de la société civile travaillant avec les parlements africains. La responsabilité m'a été confiée de nous conduire dans cette deuxième partie de l'atelier et le thème sur lequel nous allons épiloguer pendant ce court moment s'intitule « Le renforcement des relations entre le Parlement et les organisations de la société civile au moyen des principes du Parlement ouvert ». Tout d'abord, avant de démarrer le développement de ce thème, permettez-moi de saluer tous mes collègues des pays francophones et particulièrement ces organisations de la société civile du Bénin et tous ces collègues qui nous suivent depuis les pays anglophones. À tous et à chacun, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022 et que cette année nous apporte que le meilleur et le meilleur. Merci à tous. Et sans transition, je m'en vais commencer le développement de notre thème que je répète encore une fois est le renforcement des relations entre le Parlement et les organisations de la société civile au moyen des principes du Parlement ouvert. Et je voudrais vous laisser le plan que j'ai prévu pour ce thème, le plan de développement qui est énuméré en ces quelques points. Le premier point va aborder le contexte historique du thème et en deuxième point, nous allons développer le travail des organisations de la société civile au sein du Parlement. En troisième ligne, nous allons aborder les principes essentiels du Parlement ouvert. En quatrième point, nous allons aborder les éléments clés d'une relation entre les organisations de la société civile et le Parlement. Et je vous remercie encore une fois et sans plus tarder, nous allons aborder notre premier point. Bien que l'existence des organisations de la société civile OSC en Afrique puisse être retracée au moins aux mouvements politiques qui se sont ralliés contre les puissances coloniales pour l'indépendance, c'est au cours des 3 dernières décennies que les OSC ont pu participer de manière visible au processus politique et de développement. Dans de nombreux pays africains, la transition du régime militaire et de la dictature vers les systèmes multipartites a donné aux OSC une plus grande plateforme et a accordé plus de légitimité aux institutions de gouvernance qui ont trouvé dans la participation populaire un moyen de justifier la politique alternative. Au cours des 3 dernières décennies, les organisations de la société civile ont joué un rôle essentiel dans le soutien à la gouvernance démocratique dans la plupart des pays africains. L'une des principales institutions de gouvernance avec lesquelles les OSC travaillent et collaborent est le Parlement ou les assemblées nationales. Selon une étude menée par la CDD Ghana, le Centre ghanéen pour le développement démocratique sur les organisations de la société civile en Afrique en 2014 et une étude mise à jour en 2021, il a été constaté que les organisations de la société civile de toute l'Afrique consacrent la plupart de leur temps
des ressources pour engager les parlements, les députés et les structures directement liées aux travaux du Parlement. Les organisations de la société civile permettent aux citoyens et au Parlement d'interagir et contribuent à réaliser les objectifs suivants que je m'en vais nous énumérer. En premier objectif, les organisations de la société civile servent de vecteurs par lesquels les citoyens peuvent demander des comptes au Parlement et de ce fait assurer ainsi une transparence dans les activités parlementaires. Et à cet effet, à titre d'exemple, le Bénin, au Bénin par exemple, Social Watch aide les citoyens à s'engager avec le Parlement et ensemble avec leurs parlementaires, ils arrivent à soulever les problèmes, les déficits liés aux circonscriptions et ensemble, ils arrivent à trouver des moyens, des solutions pour remédier à ces problèmes existentiels. Comme deuxième objectif, nous pouvons dire que les organisations de la société civile capacitent les citoyens à demander des comptes, ou les organisations de la société civile contribuent à la responsabilité des citoyens au suivi parlementaire. Comme autre objectif des organisations de la société civile au sein du Parlement, nous pouvons définir qu'elles, ces organisations, bien sûr, offrent une éducation civique et sensibilisent les citoyens au travail des parlements, aux politiques nationales et à leurs droits et responsabilités vis-à-vis de leur Parlement. Donc, dans ce sens, les OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile, offrent une éducation civique aux populations sur leur droit de vote, sur le droit qu'ils ont d'avoir une mainmise, de participer fortement aux élections, leur droit de liberté d'expression, leur droit de liberté démocratique, les différents droits qu'ils ont à la vie politique de leur pays au travers de leur Parlement. Comme autre objectif des organisations de la société civile, et elles, du moins, entreprennent des enquêtes ou des études pour la surveillance et l'évaluation des programmes gouvernementaux au moyen des vérifications sociales, des fiches de rendement des citoyens et des systèmes participatifs de suivi des dépenses. En faisant ainsi, elles renforcent les citoyens à jouer pleinement et efficacement leur rôle de surveillance des activités parlementaires. Comme autre objectif, les organisations de la société civile offrent de la formation et renforcent les capacités des députés et le personnel des services parlementaires dans plusieurs domaines afin de renforcer le travail de l'Assemblée nationale. Cette formation est dédiée aux différents personnels affiliés à l'exercice parlementaire, les députés, la presse et tout le staff technique qui œuvre d'une manière et d'une autre dans la réussite des objectifs parlementaires.
Cet objectif des organisations de la société civile est très important. Disons même que c'est l'objectif le plus important, ce qui concerne la formation et bon, une formation de renforcement de capacité dédiée aux députés ou bien aux parlementaires. Et cette formation, elle est importante en ce sens que nos élus viennent avec beaucoup de connaissances, beaucoup de backgrounds et diverses, mais n'ont pas forcément de spécificité dans leur prérequis, dans leurs différentes forces intellectuelles qu'ils ont. Donc en ce sens, ils ont besoin d'une formation de renforcement de capacité pour pouvoir les orienter sur des domaines spécifiques sur lesquels ils peuvent répondre valablement en ce qui concerne les différents problèmes, les différentes situations malheureuses auxquelles nous sommes confrontés dans l'atteinte des objectifs fixés par le Parlement et par les citoyens qui aspirent à leur atteinte efficace. Comme autre objectif, les organisations de la société civile fournissent aussi une analyse de l'examen budgétaire pour appuyer l'examen des budgets nationaux par les législatives. Comme autre objectif, les organisations de la société civile fournissent de l'information spécialisée pour appuyer le travail des comités parlementaires spéciaux, en particulier sur les questions d'inclusion spéciale. Et pour exemple, EREC au Bénin est une institution économique par laquelle les organisations de la société civile passent pour pouvoir avoir beaucoup d'informations liées à la vie économique du pays. Et avec ces informations, ils capacitent ces comités spéciaux et parlementaires à pouvoir bien travailler et fournir des solutions pour le renforcement de l'économie selon les attentes des citoyens. Comme autre objectif, les organisations de la société civile collaborent avec les députés pour entreprendre des engagements du moins dans les circonscriptions afin d'éduquer les citoyens sur les questions qui les touchent véritablement. Ainsi, donc, en ces quelques lignes, voilà ce qui représente le travail du moins des organisations de la société civile au sein du Parlement. Et comme vous pouvez le remarquer, les organisations de la société civile ont en résumé pour travail d'aider les parlements, d'aider les assemblées nationales à pouvoir être véritablement ouverts et aux citoyens de leur pays, ainsi qu'aux organisations de la société civile pour un travail mutuel pour l'atteinte des objectifs liés au développement de leur pays respectif. Les organisations de la société civile aident ainsi leur Parlement à être effectivement ouvert à leurs citoyens. Ainsi, quels sont les principes essentiels de la déclaration d'un Parlement ouvert? Je vais essayer en quelques lignes de relever quelques-uns de ces principes essentiels qui prouvent effectivement qu'un Parlement est ouvert à ses citoyens. Alors, l'un des principes clés du Parlement ouvert, c'est la promotion de
l'ouverture de la culture, la promotion de la culture de l'ouverture parlementaire. Ces principes de l'ouverture parlementaire recommandent aux assemblées nationales de favoriser l'accès aux informations par les citoyens. En ce qui concerne ce premier principe essentiel du Parlement ouvert, et le Parlement se doit de reconnaître les droits et les devoirs des organisations de la société civile, des médias et du grand public. Ce droit qu'ils ont de surveiller le Parlement et les parlementaires. En ce sens, l'Assemblée nationale est tenue de permettre aux citoyens de jouir efficacement de leurs droits en ce qui concerne leur accès aux différentes informations nécessaires. Comme deuxième principe essentiel, un Parlement réellement ouvert se doit d'adopter des politiques sur la transparence parlementaire. Le Parlement adopte des politiques qui assurent une diffusion proactive de l'information. Et puisque nous sommes à l'ère de la technologie avancée, cette diffusion proactive n'est plus une difficulté encore. Donc, ce principe oblige ou bien recommande au Parlement de pouvoir diffuser au fur et à mesure les informations nécessaires aux activités qu'ils mènent dans le cadre de l'atteinte de leurs objectifs. Comme troisième principe essentiel du Parlement ouvert, nous devons retenir que le Parlement se doit de faire une publication des comptes rendus des délibérations des comités. Le Parlement se doit de mettre rapidement à la disposition du public les comptes rendus des délibérations des comités, y compris les documents créés et reçus, les témoignages, les audiences publiques, les transcriptions et les comptes rendus des décisions des comités. Et en ce qui concerne ce point de la publication des comptes rendus des délibérations des comités, cela n'est pas chose effective. Par exemple, au Ghana, les organisations de la société civile ne sont pas invitées aux procédures des comités, et à moins que vous avez été invité à participer à cette séance des comités. Donc aujourd'hui, nous sommes à cet effet en train de travailler activement au Ghana pour pouvoir réglementer l'ouverture des procédures des comités au grand public. Et nous sommes en train de visiter les standards internationaux pour pouvoir remédier à cette chose et pour pouvoir permettre aux organisations de la société civile d'avoir accès aux rencontres des comités parlementaires. Excepté ces quelques ratés que nous constatons dans l'ouverture parlementaire au Ghana, nous pouvons dire que nous avons beaucoup d'avancées sur les autres points. Et concernant ces points sur lesquels nous n'avons pas encore connu d'avancée, nous y travaillons activement pour y arriver. L'autre principe de l'ouverture parlementaire est l'enrichissement des votes parlementaires. Le Parlement se doit de réduire au minimum l'utilisation du vote vocal en plénière et
se doit d'encourager l'utilisation de l'appel nominal et du vote électronique et rendre les dossiers accessibles au public. En ce qui concerne ce point, au Ghana, nous n'avons pas encore atteint cet objectif et j'espère que peut-être au Bénin, vous avez déjà atteint cet objectif. Si cela est fait, je veux vraiment m'en assurer par les informations qu'on peut recueillir par rapport à cet état de choses de votre Parlement. Mais nous au Ghana, nous sommes encore à la traîne concernant cet objectif. Et donc sur ce point, au Ghana, nous continuons toujours d'activer efficacement les points nécessaires pour pouvoir atteindre réellement l'enrichissement des votes parlementaires. Un autre principe essentiel du Parlement ouvert est la publication des rapports créés par le Parlement. Tous les rapports créés par le Parlement ou ces rapports qui ont été soumis au Parlement doivent être rendus publics dans leur intégralité, sauf s'ils sont contraires à la loi. Concernant ce point au Ghana, nous pouvons dire que nous avons atteint déjà ce point et je crois que cela est pareil dans les autres parlements de notre sous-région, à l'exception de quelques informations concernant les plénières, les activités ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée et qui ne sont pas autorisées à être publiées compte tenu de leur état de sécurité ou bien compte tenu de leur nature de sécurité et ces informations ne sont pas ouvertes au grand public. Mais en général, nous pouvons dire que nous avons atteint déjà cet objectif. Un autre principe essentiel du Parlement ouvert et qui prouve vraiment qu'un Parlement est ouvert est que le Parlement se doit de fournir de l'information sur le budget et les dépenses. Le Parlement se doit de veiller à ce que le budget national soit disponible en ligne et que le Parlement partage l'information sur sa propre exécution budgétaire, les soumissions et les contrats avec le public dans un langage simple que les citoyens peuvent comprendre. Au Ghana, nous utilisons l'anglais, ils utilisent l'anglais et je suppose au Bénin, c'est le français qui est utilisé, une langue qui est accessible et simple aux citoyens. Toujours concernant les principes essentiels d'un Parlement ouvert, le Parlement se doit de divulguer les biens et protection de l'intégrité des députés. Un Parlement ouvert se doit de faire une divulgation des biens et la protection de l'intégrité des députés. En ce qui concerne ce point, le Parlement fournit suffisamment de renseignements sur les renseignements relatifs aux biens des députés, aux dépenses parlementaires et leurs revenus non parlementaires, entre autres, pour permettre aux citoyens de porter un jugement éclairé sur leur façon d'agir en ce qui concerne beaucoup plus sur leur intégrité et la probité des députés. Un autre principe, toujours dans les principes essentiels d'un Parlement ouvert, est la divulgation des informations sur la conduite contraire à l'éthique et l'existence des conflits d'intérêts potentiels. En ce qui concerne ce point, le Parlement adopte des règles claires pour assurer la divulgation des informations nécessaires pour se protéger contre les conflits
perçues ou réelles des violations des intérêts et de l'éthique. Sur ce point, les députés, nos représentants parlementaires, ont beaucoup plus intérêt à répondre aux exigences de ce principe qui consiste à divulguer leurs différentes activités qu'ils espèrent ou bien qu'ils souhaitent continuer d'exercer étant bien même au Parlement. Ça permet aux représentants d'éviter de potentiels conflits d'intérêts ou bien peut-être des dispositions contraires à l'éthique et de se voir dans une posture où les citoyens commenceraient à peut-être fouiner dans leur vie privée. Donc ils ont tout intérêt à répondre à ce principe d'ouverture parlementaire. Et comme dernier principe d'ouverture parlementaire listé, nous avons l'utilisation d'un langage simple que le Parlement se doit d'utiliser pour permettre aux populations de diverses origines, de diverses langues, de pouvoir comprendre clairement leur activité. Le Parlement doit rendre l'information parlementaire facilement accessible et compréhensible pour les citoyens de diverses origines. Voilà donc ainsi énumérés en quelques lignes les principes essentiels du Parlement ouvert. Et je voudrais ajouter que ces différents principes et éléments essentiels d'un Parlement ouvert sont adoptés et validés par l'Union interparlementaire dont toutes nos assemblées de la sous-région sont membres et elles sont tenues, nos parlements sont tenus d'assurer l'implémentalisation ou bien sont tenus d'assurer la mise en pratique effective de ces éléments, de ces principes essentiels du Parlement ouvert et dans leurs différentes assemblées des pays membres. Maintenant, avec tous ces éléments et ces différents principes, comment allons-nous faire pour renforcer les relations entre les organisations de la société civile et les différents parlements? Tout d'abord, abordons d'abord la relation qui existe entre les organisations de la société civile et les parlements ou les assemblées nationales en Afrique. Ok, comme première remarque de la relation existentielle entre les organisations de la société civile et les parlements africains, nous pouvons dire que la relation et les engagements de la CDD Ghana, qui veut dire Centre ghanéen pour le développement démocratique, avec les parlements et les parlements régionaux, c'est-à-dire les parlements simples et les parlements régionaux, comme exemple la CEDEAO et l'Assemblée législative d'Afrique de l'Ouest et autres organisations en Afrique ont révélé que, c'est-à-dire ces recherches et engagements ont révélé qu'il existe une relation antagoniste, c'est-à-dire une relation négative entre les parlements et les organisations de la société civile. Et comme deuxième point, nous pouvons dire que tous ces différents parlements surcités, et nationaux comme régionaux, ont une perception très négative, et souvent négative du moins, des organisations de la société civile. En ce sens que les organisations de la société civile sont toujours perçues par la plupart de ces parlements et des parlements comme des personnes
qui s'ingèrent du moins dans les affaires, qui soutiennent les partis d'opposition et qui changent de régime. Maintenant, avec de telles perceptions sur les organisations de la société civile, alors comment nous, organisations de la société civile, réagissent-elles à cette perception négative par rapport aux principes clés d'un parlement ouvert pour renforcer les relations avec l'Assemblée législative? Ok. Pour moi, en premier lieu, je crois fortement que une meilleure compréhension du fonctionnement du Parlement aiderait beaucoup à renforcer les capacités ou bien à renforcer la relation qui doit exister entre les organisations de la société civile et les parlements. Une meilleure compréhension du fonctionnement du Parlement nous aiderait beaucoup à changer cette perception négative que les parlements, que ce soit nationaux ou régionaux, ont sur les organisations de la société civile que nous représentons. Donc, en ce sens, nous, organisations de la société civile, devons chercher à comprendre le contexte politique de notre pays respectif et chercher des méthodes de travail du Parlement, chercher à mieux comprendre du moins les méthodes de travail du Parlement et le niveau de connaissance parlementaire de leurs différentes activités et de leurs différents travaux. Et cela nous aiderait beaucoup si nous cherchons à mieux comprendre leur fonctionnement, leurs différentes activités et quels sont leurs objectifs. Cela nous aiderait beaucoup à changer ou bien à renforcer la relation qui existe entre les parlements et nous, organisations de la société civile, et aussi à changer cette perception négative qu'ils ont sur nous, organisations de la société civile. Et de plus, une autre proposition que j'ai toujours dans le cadre du renforcement et des relations entre les organisations de la société civile et les parlements consiste à établir des relations avec les principaux responsables. Et dans ce sens, les organisations de la société civile doivent établir des relations avec la direction des assemblées législatives, des députés, y compris le personnel des services parlementaires. Ce qui voudra dire aucune catégorie du personnel intervenant dans nos parlements ne doivent être négligées. Nous devons toucher les députés eux-mêmes, les parlementaires eux aussi. Nous devons toucher les différents secrétariats du Parlement. Nous devons aussi toucher les chefs ou bien les leaders de chaque classe politique, la minorité, les leaders de la minorité et les leaders aussi de la majorité parlementaire. Et nous devons essayer de toucher aussi les médias, tout ce monde qui ont d'une manière ou d'une autre une activité à exercer dans la vie politique de l'Assemblée nationale. Nous devons tisser des relations avec eux. Et je crois que en tissant des relations professionnelles avec ces différents acteurs intervenant dans la vie politique de nos assemblées, nous aurons plus de chances de pouvoir changer ces perceptions négatives qu'ils ont de nous et de pouvoir établir une meilleure relation entre les assemblées et nous, organisations de la société civile, pour faciliter l'atteinte des différents objectifs que nous nous sommes fixés.
Et comme autre suggestion, toujours dans le cadre du renforcement des relations entre les parlements et nous, OSC, je propose aussi à ce que nous, organisations de la société civile, soient à même de démontrer une expertise technique propre à la politique. Les organisations de la société civile doivent être reconnues par leur expertise technique propre à la politique et ne pas être considérées comme un valet de tous les métiers. Au fait, sur ce point, nous devons faire un auto-examen, puisque souvent nous sommes plus intéressés à nous intéresser, nous sommes tous focalisés à nous intéresser aux expertises techniques de nos représentations ou bien de tous les acteurs de nos assemblées nationales. Et en ce sens, nous oublions que nous aussi, nous avons besoin de renforcer notre capacité dans l'expertise technique pour être bien outillés dans l'exercice de notre travaux, de nos activités. Et pour ce sens, nous avons le devoir de nous faire former et d'être équilibrés selon les différentes nécessités que requiert l'exercice de notre activité. Et comme exemple, si je prends Social Watch par exemple, si j'ai besoin de telle expertise dans tel domaine, Social Watch doit être bien outillé dans ce domaine. Si je sais que j'ai besoin des informations économiques, IREP est là et je peux me référer à IREP. Je prends le cas du Bénin et je dois avoir les informations économiques qu'il me faut pour pouvoir montrer à ces acteurs parlementaires que nous, organisations de la société civile, nous sommes aussi bien outillés et bien formés pour les activités que nous exerçons. Donc il nous faut beaucoup d'actionner nos mouvements dans le sens de la construction et d'une expertise technique dans les divers domaines. Si nous avons besoin par exemple d'une inclusion sociale, on peut toucher par exemple Sidi Diana. Si nous avons besoin par exemple d'un réseautage ou bien d'un réseau parlementaire, d'une activité dans ce domaine, nous pouvons toucher PN Africa par exemple, et ainsi de suite. Et en faisant comme ça, c'est que nous allons prouver à nos parlements que nous sommes outillés et nous connaissons très exactement les travaux que nous sommes en train de faire et nous avons l'expertise requise pour pouvoir exercer ce métier. Un autre point que je voudrais aborder toujours dans le cadre du renforcement des relations entre les organisations de la société civile et les parlements est que, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons le devoir de maintenir l'uniformité de notre travail. Nous, organisations de la société civile, doivent faire preuve d'uniformité dans notre travail. Le travail est la position des questions sur les questions d'intérêt national. Donc sur ce point, nous devons être constants sur notre activité, sur le travail que nous faisons en ce qui concerne les questions d'intérêt national. Par exemple, aujourd'hui, il y a un débat sur tel point qui a été abordé. Quelle est notre perception, quel est notre apport, notre notre contribution dans cette question qui a été abordée. Peut-être dans une semaine ou bien dans un autre mois, il y a une autre question qui aborde un autre aspect de la vie politique du pays. Quel est notre apport, quelle est notre contribution dans cela? Et nous devons faire preuve de cela à chaque fois. Parce que c'est ça qui fait que par moment, nous sommes traités d'une équipe qui change de régime.
ou bien d'une équipe. L'organisation de la société civile sont qualifiées d'une équipe qui change de régime ou bien qui est purement politique et qui soutient des partis donnés. Alors que cela ne devra pas être ça. Et si ça ne devra pas être ça, nous devons être aptes de pouvoir nous prononcer sur les différentes questions concernant l'intérêt national. Nous devons apporter notre contribution et prouver à chaque fois que nous avons l'expertise qu'il faut. Ce qui aidera du moins les assemblées nationales à pouvoir nous faire plus de confiance et à nous croire sur le travail que nous sommes en train d'abattre et les apports que nous sommes en train de les amener, et cela leur permettra de lever l'équivoque, cette perception négative qu'ils ont de nous sur notre façon d'agir envers eux. Toujours dans ce cadre, je voudrais préciser aussi que nous devons être constants, comme je le dis, avec une uniformité dans notre travail, en ce sens que si aujourd'hui, par exemple, nous remarquons qu'il y a une assise ou bien une rencontre à propos d'une question d'intérêt national et que nous avons défendu une position donnée, nous devons être constants sur cette position. Parce que quoi? Si une autre fois, la même question est venue, et puisque c'est un régime, c'est un autre régime qui est à la commande maintenant, nous sommes contre, alors que nous étions pour, par exemple, alors là, ça fait que ça réduit notre crédibilité devant l'Assemblée nationale, devant les différents cadres de la vie politique. Vous voyez, donc il nous est important de savoir défendre cette constance dans notre travail. Nous devons être uniformisés dans ce travail, et toutes les organisations de la société nationale doivent être ensemble. C'est en ce sens que le réseau parlementaire est vraiment le réseau, ou bien un réseau construit entre les organisations de la société civile s'avère important. Parce que quoi? Nous devons de supporter la même position, quel que soit le régime qui change, quel que soit ce qui se passe. Nous devons supporter l'intérêt de la nation et nous ne devons pas vaciller, puisque c'est en ça qu'il nous qualifie d'organisation qui change de position ou bien qui défend l'intérêt d'un parti, et en ce sens, nous ne sommes pas en train de renforcer la relation qui doit exister entre nous et les parlements. Parce que quoi? Ils ne nous feront pas confiance, parce qu'ils vont nous traiter de quoi? Des gens qui supportent un parti, un camp, et quel que soit ce que ce camp est en train de faire, en bien comme en mal, on les supporte. Ça nous discrédite. Et en ce sens, je nous convie à pouvoir garder cette uniformité dans l'exercice de notre travail. Toujours dans ce cadre, je voudrais aussi conseiller que nous maintenons une stricte neutralité. C'est important pour nous d'être neutres dans les discussions sur les questions d'intérêt national. Donc, dans ce cadre, en Afrique, nous avons cette habitude de traiter très facilement les organisations de la société civile d'un supporter d'un parti. Et c'est en ce sens que nous devons d'être neutres et d'être constants dans l'exercice de notre activité. Puis si nous sommes constants et que nous avons cette neutralité, là, ça va beaucoup nous donner de respect. Quel que soit le régime qui se met en place, ils auront toujours du respect pour nous. Et ce dont nous sommes en train de parler, nous l'avons déjà vécu ici au Ghana, où un autre régime est venu, nous avons défendu strictement et avec neutralité et une position qui qui avantage les citoyens, et nous l'avons défendu. Mais quand un autre régime s'est installé,
un autre parti est venu au pouvoir, nous avons été toujours constants et nous avons défendu toujours notre position, quel que soit le parti qui s'est installé. Cela nous a donné une notoriété, un respect vis-à-vis de ce pouvoir qui s'est mis en place et qui a cela favorisé aussi à ce qu'il nous écoute et beaucoup plus davantage. Donc pour cela, je recommande la neutralité et le maintien, l'uniformité dans notre travail à toutes les organisations de la société civile que nous sommes. Et cela est important. Et il est vrai que nous avons des penchants dans notre cœur, nous sommes conscients que dans notre cœur nous avons des penchants pour des partis politiques parce que quoi, ils travaillent bien pour la satisfaction du peuple, mais nous ne devons pas révéler cela dans l'exercice de notre métier. Nous devons être constants et nous devons être aussi neutres sur les avis. Cela renforcerait beaucoup les relations qui vont exister ou bien qui existent déjà entre nous et les parlements. Donc, comme organisation de la société civile, nous devons faire preuve d'un haut niveau de neutralité et d'indépendance dans les relations avec les parlements et ses filiales. Alors, pour conclure, je dirais que les organisations de la société civile ont un potentiel substantiel pour améliorer les politiques et les programmes des parlements ou des législatures grâce à sa contribution de renforcement ou bien de renseignement, de recherche d'experts pour appuyer le travail de ces derniers s'ils sont en mesure de renforcer et de maintenir de bonnes relations de travail. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, nous disons un grand merci et à Madame Regina Amafotete, responsable principale des programmes au Centre ghanéen pour le développement démocratique, pour sa brillante présentation et sur le thème renforcement des relations entre le Parlement et les organisations de la société civile au moyen des principes du Parlement ouvert. Nous vous remercions beaucoup, chers participants, chers membres des organisations de la société civile et autres organisations ici présentes en présentiel ou bien en virtuel, chers participants qui nous suivent en ligne venant des pays francophones ainsi que des pays anglophones, nous vous remercions beaucoup et nous allons vous donner quelques minutes compte tenu du temps qui est un peu allé. Nous allons vous donner quelques minutes pour pouvoir nous adresser dans la boîte de réception, dans la boîte à messagerie et vos préoccupations et vos contributions, vos apports ainsi que vos questions surtout sur la brillante présentation de Madame Regina Amafotete. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Nous sommes à l'écoute. Saisissez vos boîtes à messagerie et laissez-nous vos messages. Et merci, merci encore, merci à vous tous pour ce temps que vous avez consacré pour pouvoir suivre ce développement. Nous allons alors rentrer dans les séances de préoccupations ou bien de questions. Et cette partie serait gérée par le facilitateur M. Sami Obeng, directeur exécutif du réseau parlementaire PN Africa. Merci beaucoup à Madame Regina. Et durant votre développement, nous avons remarqué, et c'est chose effective sur le terrain, c'est que à chaque fois que les leaders ou bien les dirigeants des parlements ou bien les membres de nos assemblées nationales ou les différents acteurs ou bien les différents
acteurs qui ont la parole dans nos assemblées nationales nous rencontrent, nous, membres de l'organisation, des organisations de la société civile, le seul point principal sur lequel ils nous accusent, c'est qu'ils nous traitent de partisans. Ils disent que nous voudrions profiter des rôles d'un membre d'une organisation de la société civile pour pouvoir accéder aux postes politiques. Et dans ce sens, ils disent et nous traitent de partisans, non seulement de partisans, mais ils nous traitent des gens qui veulent juste prendre avantage sur le rôle d'un membre des organisations de la société civile pour accéder aux postes politiques. Et dans ce sens, nous sommes là à critiquer, à toujours critiquer. Puisque quoi, alors nous sommes plusieurs de ceux-là, dans les pays africains, qui ont accédé aux postes politiques, sont des gens qui ont été membres actifs ou bien proactifs des organisations de la société civile. Et ils étaient dans le rôle de critique. Et ils critiquent à tout le temps. Et au finish, ils parviennent à obtenir des postes politiques. J'ai suivi tout à l'heure dans votre développement que vous avez abordé le point de neutralité dans l'exercice de notre activité en tant que organisation de la société civile. Je m'en vais vous demander quelles sont vos impressions ou bien vos conseils. Quels sont les conseils que vous comptez prodiguer à nous, membres de l'organisation civile? Quelles sont les postures que nous pouvons avoir pour que les membres du Parlement qui ont ces pensées sur nous et qui pensent que nous sommes en train juste de profiter par les organisations de la société civile pour pouvoir accéder aux postes de responsabilité. Que nous conseillez-vous? Quelle posture nous conseillez-vous pour pouvoir, comment dirais-je, leur enlever cette idée, cette pensée qu'ils ont de nous en tant que membres de l'organisation de la société civile et de ces pays-là et de ces organisations civiles qui sont en train de nous rejoindre dans les pays, qui sont en train de nous rejoindre en tant que réseau parlementaire? Quels sont les conseils que vous avez à nous prodiguer? Alors merci à vous, Monsieur Sami, pour cette préoccupation que vous avez posée. Alors, je m'en vais nous décrire quelque chose. Dans nos assemblées nationales, quand il arrive qu'ils encaissent des prouesses, quand ils progressent et réalisent des prouesses, est-ce que nous, en tant que membres des organisations de la société civile, est-ce que nous les louons? Est-ce qu'il nous arrive de les apprécier, de les remercier et de les louer en quelque sorte pour ces prouesses qu'ils ont, comment dirais-je, encaissées? Ah mais non. Si nous sommes là à ne chercher que leurs failles, à ne chercher que les déficits, les problèmes, et à répandre cela dans le pays, mais il est clair qu'à chaque fois qu'on se pointe, ils disent que ah oui, ils sont là encore, c'est pour chercher des trucs qui ne vont pas, et ils sont là pour vilipender, critiquer et nous maltraiter. C'est qu'ils auront toujours ces perceptions de nous et ainsi nous ne pouvons pas créer une bonne atmosphère entre nous. Donc c'est en ce sens que j'aurais beaucoup proposé que nous soyons divergents dans nos commentaires sur les activités parlementaires et qu'on ait une balance, c'est-à-dire quand ils font les choses qu'ils encaissent des progrès ou bien qu'ils réalisent des prouesses, nous devons de les commenter et de les mettre au vu et au su de tout le monde. Et nous devons montrer que, ah oui, cette fois-ci, ils ont réalisé un progrès énorme. Il nous faut cela aussi, au lieu de chercher tout le temps des problèmes que nous allons distiller un peu partout. Et à titre d'exemple, je peux vous donner le cas du Ghana où
dans un passé un peu récent, nous avons inversé la tendance en ce sens où quand les parlementaires réalisent une prouesse, quand ils votent une loi qui répond réellement aux aspirations des citoyens, nous commentons cela et nous les félicitons et nous les encourageons beaucoup dans cette lancée. Et je crois sur ce point, PN Africa aussi, c'est de quoi nous parlons, et ils ont aussi réalisé beaucoup de prouesses et ils ont beaucoup félicité ces représentants pour le travail qu'ils font. Et de la même manière, quand ça va mal, et on commente, ce qui vous montre que nous sommes neutres effectivement dans l'exercice de notre fonction. Donc, dans le temps, c'était vraiment merveilleux. PNL avait fait des propositions de loi aux dirigeants parlementaires et c'est des lois qui sont déjà depuis des années dans les casiers de l'Assemblée et ces lois ont été sorties et les députés l'ont validé et l'ont voté. Vraiment, nous l'avons beaucoup loué et nous avons commenté cela à l'avantage des représentants. Et ce fut une grande prouesse. Mais après quelques temps, il y a une autre loi qui a été votée et nous avons remarqué que cette loi, au lieu de nous faire progresser, nous rétrograde au contraire. Mais nous nous sommes mis encore dans notre posture de membres d'organisations de la société civile et nous avons critiqué cela. Nous leur avons fait comprendre qu'au lieu de nous faire progresser, cette loi nous fait regresser encore et nous envoie directement dans les bases noires encore. Et nous l'avons fait comme nous devons le faire. Et eux aussi, ils ont compris parce qu'ils se sont dit, nous sommes réellement dans notre travail et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et puisque nous le faisons quand c'est positif et quand c'est négatif et on le fait aussi, ils acceptent et ils comprennent. Donc cela était arrivé au Ghana ici et c'est ainsi nous avons abordé le sujet, nous l'avons traité avec brio. Et je crois dans plusieurs d'autres pays africains, ça se passe. Et à titre d'exemple aussi au Nigeria, quand nous avons ouvert la session de l'ouverture parlementaire, nous avons été aussi confrontés à la même réalité. Donc au Nigeria, ce débat a été ouvert de ce que quoi? Il fut un temps où beaucoup de membres de l'organisation de la société civile étaient dans les critiques, étaient dans les revendications sans cesse et autres. Mais à l'instant T où l'ouverture était en plénière, beaucoup de ces membres se retrouvent déjà dans les postes politiques au niveau de l'Assemblée nationale ou bien dans le gouvernement. Et au lieu de défendre cette chose pour laquelle ils étaient en train de se battre entre-temps en critiquant, et ils ne le font pas. Et quand les organisations de la société civile tentent maintenant à le faire, ils sont les mêmes à vouloir nous traiter des gens qui critiquent, des gens qui... Alors que c'est pas là, eux aussi ils ont pris pour pouvoir se retrouver dans les postes politiques. Ce qui fait que, à un niveau donné, au fait, les membres des parlements, les parlementaires ou bien les membres du gouvernement, ils ne nous font plus confiance parce qu'ils se disent, s'il est en train de le faire, c'est juste parce qu'il est en train de chercher un poste juteux. Et s'il arrive à décrocher un tel poste, c'est fini et il ne va plus défendre ses mêmes intérêts. Alors qu'il nous faut d'être consistant dans l'exercice de notre métier, neutre et consistant dans notre travail. Et ce qui voudra dire, quel que soit le poste auquel on accède, nos objectifs sont les mêmes. Et nous devons être consistants et nous battre pour pouvoir les atteindre, quel que soit le poste qu'on occupe. Alors, merci beaucoup, Madame Regina. Et notre prochaine préoccupation va aborder l'ouverture parlementaire. Comme vous l'avez bien expliqué dans votre développement, et nous avons eu connaissance des principes essentiels de l'ouverture parlementaire. Et ces principes sont vraiment importants pour
et nous m'ont prouvé, démontré effectivement qu'un Parlement est ouvert. Et c'est des recommandations et aux normes standards que nous avons. Mais dans les 9 pays que nous avons parcourus et dans lesquels nous sommes en train de mettre en œuvre ce projet, nous avons constaté que beaucoup de ces pays n'ont même pas connaissance de l'existence de ce document qui relate et qui explique clairement ces différents principes essentiels de l'ouverture parlementaire. Donc, au vu et au su de ces constats que nous avons effectués dans les 9 pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de parcourir, du moins, et je voudrais vous demander, Madame Regina, quelles sont les recommandations que vous avez à formuler à ces différentes organisations de la société civile qui n'ont pas connaissance d'un tel document, ou bien qui n'ont pas connaissance de ces principes essentiels de l'ouverture parlementaire. En tant que membre et responsable du Centre ghanéen pour le développement démocratique, CDD Ghana, quels sont vos apports que vous comptez nous apporter, et aussi PN Africa, quels seront nos apports à ces pays, dans ces pays dans lesquels nous sommes en train d'implémenter ce projet, pour qu'ils puissent avoir réellement connaissance de ces documents et s'imprégner des principes essentiels de l'ouverture et parlementaire. Quelles sont vos recommandations et quels sont les apports que nous pouvons espérer de vous et de ces organisations CDD et CDD Ghana et PN aux endroits de ces organisations de la société civile que nous sommes en train de regrouper en un réseau régional. Et toujours dans ce sens, s'il vous plaît, madame, je voudrais aussi ajouter à ce que ce document, une sensibilisation effective soit faite de ce document pour que les citoyens aussi soient bien imprégnés et outillés sur ces principes essentiels de l'ouverture parlementaire. Non seulement les organisations de la société civile, mais aussi les citoyens, pour que ce document soit vulgarisé et soit popularisé, que tout le monde soit conscient. Quelles sont vos recommandations et quels sont vos apports, s'il vous plaît, madame? Je vous remercie beaucoup, monsieur Sami. Et cette préoccupation est la bienvenue, en ce sens que c'est de ça que je parlais déjà, en ce sens que nous, membres des organisations de la société civile, on s'occupe plus du renforcement de capacité des membres du Parlement, des équipes du Parlement, en oubliant en quelque sorte nous-mêmes notre propre renforcement de capacité. Donc à cet effet, il est très important à ce que, en tant que réseau d'organisation de la société civile, il est important que chaque membre s'imprègne de réalité de cette déclaration de l'ouverture parlementaire. Donc, si nous pouvons arriver à assurer cette formation de renforcement de capacité et en ce qui concerne ces principes essentiels d'ouverture parlementaire, ça nous aiderait beaucoup à pouvoir assurer un suivi et une évaluation véritable de notre Parlement. Donc, en cela, nous devons de faire tout notre mieux pour pouvoir permettre aux organisations de la société civile de s'imprégner réellement et de se mouler de ces principes. Puisque si ces principes sont connus de nous, nous pouvons les utiliser à notre avantage. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans mon développement, c'est l'Union interafricaine, c'est l'Union interparlement qui a adopté ces principes essentiels de l'ouverture parlementaire. Alors que tous les parlements de la sous-région sont membres de cette
union interparlementaire. Donc ce qui voudra dire, ils sont tous obligés, ils sont tous appelés, recommandés à appliquer ces principes essentiels d'ouverture parlementaire dans leur parlement respectif. Ce qui voudra dire, si nous avons ces outils et nous sommes bien équipés avec ces outils, ça nous aiderait à pouvoir amener nos parlements à travailler tout en cherchant à répondre et exhaustivement à ces principes auxquels ils ont adhéré en acceptant la déclaration des principes de l'ouverture parlementaire. Donc, premièrement, en tant que membre du réseau parlementaire, nous pouvons utiliser la technologie d'aujourd'hui pour pouvoir nous imprégner de ces principes essentiels et permettre à nos parlements de les avoir et cela nous permettra aussi de jouer pleinement notre rôle de surveillance. Vous avez pleinement raison, il y a beaucoup de parlements qui ne sont pas conscients qu'il y a l'existence de cette déclaration d'un réseau, d'une union interparlementaire dont ils sont membres. Ce faisant, nous allons beaucoup aider ces parlements à pouvoir progresser en ce qui concerne l'ouverture parlementaire. Nous devons utiliser la technologie de nos jours pour pouvoir mettre à disposition ces stratégies, les stratégies qu'il faut pour pouvoir atteindre véritablement ces principes essentiels de l'ouverture parlementaire. Et la mise à disposition de ces expériences vont permettre aux autres pays de pouvoir bénéficier de ces appuis techniques et des expériences des autres pays et pour pouvoir aussi améliorer un tant soit peu leur façon de faire et pour pouvoir atteindre effectivement l'ouverture parlementaire. Et effectivement, plusieurs de ces pays africains ne sont pas conscients même qu'il y a l'existence d'une telle déclaration de principe de l'ouverture parlementaire. Nous avons été confrontés à cette réalité au Madagascar où ils n'en étaient pas conscients. Et vraiment, sur ce point, le travail nous revient, à nous, autres membres du réseau des organisations de la société civile, d'étudier cette déclaration et de nous outiller avec ces principes. Puisque si nous ne le faisons pas, ce n'est pas au Parlement de le faire. Et ils ne vont pas le faire. Mais si nous le faisons et nous les amenons à comprendre que c'est une responsabilité qui leur revient, là, nous allons les amener à pouvoir s'imprégner de ça aussi et à pouvoir réglementer leur façon de faire pour pouvoir répondre aux différents principes que requiert cette déclaration pour pouvoir véritablement atteindre l'ouverture parlementaire. Et pour cela, nous pouvons aussi toutefois faire une recommandation à cette équipe dirigeante ou bien cette institution régionale qui coiffe nos assemblées nationales de pouvoir amener les parlements membres, les pays membres à pouvoir avoir effectivement ou bien disposer effectivement de cette déclaration et de faire de leur mieux pour que chaque représentant, chaque acteur de nos assemblées nationales ait ce document, cette déclaration et qu'il s'imprègne des réalités bénéfiques que relate ce document afin qu'ils puissent les manifester dans l'exercice de leurs fonctions. Nous disons un grand merci à Madame Regina Amafortete
responsable principal des programmes au Centre ghanéen pour le développement démocratique, pour sa brillante exposé, pour sa brillante présentation. Nous disons merci à tous et à toutes, à tous les participants, en présentiel comme en mode virtuel. Merci beaucoup à vous et merci à toutes vos préoccupations. Et vive le réseau parlementaire, vive la réussite de nos objectifs dans ce projet. Et merci beaucoup à vous et à tout moment.